met la place pour chacun. Truc qui s'en vont. Ok, une image, et dans lequel chacun peut être. Enfin, il y a des groupes, des sous-parties. Ben bon, c'est une seule image, mais chacun ne fait pas la même chose. Le métro parisien. Oh. Le métro parisien. L'homme est complètement mis à l'écart, on ne pense qu'au fric. C'est le fric avant tout. On a l'impression que c'est une espèce de puits sans fond ou de course comme ça sans arrêt. Mais tout ça, c'est toujours vachement glissé, on a l'impression que, enfin, je sais pas, on vit dans un monde merveilleux. Et puis, en fait, il y a tout l'envers du décor, c'est toute la réalité, quoi. La réalité, ben, elle est là que ce qu'on va nous montrer, quoi. Et donc, le monde à l'envers, pour moi, c'était ça, c'était un peu l'envers du décor. Et en même temps, on rendre flic des autres, votre masque. Ah non, votre masque. Parfois, c'est une dégringolade. Des gens qui avaient un travail, une maison, une famille et tout ça, qui se retrouvent dans la... C'est la facilité. Il y a une course sans fin, dans le même sens. On sépare les deux espaces, Catherine. Sans ligne, on voit pas. Oui. Et puis une presse qui... Personne n'en a parlé. Là, tu vois les pommes, tu les prends, tu vois si elle est belle, elle fait le bon calibre, il n'y a aucun défaut. Première boulotte, à part. Alors mais celle-ci là, il y a un tout petit Ah bah on jette. Ah bon? Non, Oui, bah, c'est juste un tout petit truc. ça fait rien, on balance, n'importe quoi. Ah bon? Ah, c'est merveilleux, ils ont fait atterrir la navette sur Mars. Oh, mais c'est incroyable! Et il y a le robot qui sort et qui marche tout seul sur Mars. Oh, mais c'est génial, c'est le progrès de l'humanité, moi j'adore. Allez, les enfants, faudra accélérer la cadence là. Alors qu'est-ce qu'ils donnent ceux-là? Oh, ils sont bloqués, c'est pas terrible. Oh, mais je te dis, en dessous de 10 ans, ils sont pas rentables de toute façon. Merci. iPhone 28! Non! Oh là là! Fermier! Ouais! Mais attends, l'autre, tu l'avais depuis quand? Oh, je l'avais depuis 2 mois, mais il a fallu que je le change, il est trop tard! Regarde les fonctionnalités! C'est génial, tiens, je te le donne, j'en achète un autre! Là, c'est le 29! On a 1 milliard de bénéfices, 2 milliards de dividendes, et ben je ferme. Délocalisation, et puis voilà, c'est très bien, tout tourne. Il y a des chômages, c'est pas un problème. Oh, Madame la ministre, vous allez bien? Qu'est-ce que vous voyez? Les migrants à la frontière. Là, tu vois les migrants à Non, la là, frontière. ceux-là. Là, oui, excusez-moi, là. La frontière. La frontière. La Frontière. La frontière, c'est bien parce qu'on va travailler pas mal aussi sur les frontières. La frontière, ok. Qu'est-ce que vous voyez? Dites des choses, balancez des trucs. Les gens qui meurent. Là, tu vois des gens qui meurent. Ouais. Je vois des gens désespérés. Ouais, c'est des désespérés. C'est le groupe c'est l'extérieur du groupe qui est dangereux, donc on se protège. L'extérieur, Quand on va vers l'extérieur du groupe, est dangereux. quand on sort du groupe. Empoisonnement au dioxyde de carbone, évacué. Hiroshima, Fukushima, Hiroshima, Tchernobyl. Alors, ça me fait Manif à penser. Paris. Ah, il est beau notre monde libéral, hein? Bon, si ceux-là ils sont fatigués, il y en a 100 autres, 1000 autres qui peuvent prendre leur place. Ils le connaissent même pas, ouais. Ok, ceux qui travaillent et qui s'éreintent, ils ne voient même pas là-bas. Ils ne voient pas jusque-là. Le monde à l'envers, à l'intérieur du monde à l'endroit. Ça les évite de nous faire préparer des trucs à l'envers. Qui ne peut, oui, à l'envers, qui pourrait ne pas être à l'endroit, selon. On avait le choix
dans le documentaire de ne filmer que des femmes. C'était un choix politique et artistique aussi. La place différente que prennent les femmes dans l'impulsion de certaines luttes et dans la capacité à regarder ce qu'il se passe quand il y a de la pollution, quand il y a une entreprise minière, pétrolière, ou quand il y a une entreprise agroalimentaire qui s'installe sur un territoire. Les femmes le vivent parce qu'elles ont des tâches différentes dans la société et qu'elles assurent des tâches de soins dans la famille, d'approvisionnement en eau par exemple, d'approvisionnement en nourriture, de soins des enfants, des personnes âgées, des personnes dépendantes, des animaux, parce qu'elles ont ces places-là, et particulièrement dans certains endroits du monde, mais en fait dans nos sociétés aussi. Elles sont coupées justement, elles sentent justement qu'elles sont abîmées dans leur rapport à leur corps, qu'elles sont abîmées dans leur rapport à leur territoire, et que les deux sont liés, et qu'il y a des gens qui viennent et ils considèrent que la terre, le territoire, leur corps, c'est des objets de profit. Qu'on peut les piller, qu'on peut en faire ce qu'on veut, qu'on peut en faire du profit, qu'on peut en faire de la traite, etc. Voilà. Et qu'il n'y a pas de respect sur ces corps-là et ces territoires. Et elles ont inventé le concept de territoire hors terre. Territoire-corps-terre, pour dire qu'en fait tout ça c'est connecté. Que si elles veulent lutter pour ne plus subir des violences, il faut aussi qu'elles luttent pour que leur territoire ne soit plus saccagé, parce que ça n'a pas de sens d'être violé sur un territoire de ne pas être violé sur un territoire saccagé. Et elles, en fait, elles ont inventé ce concept-là pour montrer que tout est connecté, qu'elles ont une connexion avec leur territoire, que c'est indissociable. En fait, on va essayer qu'il n'y ait pas d'échelle de hiérarchie dans les histoires. Mais ça, c'est sur tout l'ensemble du projet. Parce que sinon, on va tout le temps en train de se dire, mais moi, en fait, j'ai pas joué ma vie, alors est-ce que finalement ça vaut? Non. En fait, ce qui compte, c'est que vous vous dites sur ce thème-là, mon histoire, j'ai envie de la partager avec les autres. Voilà, c'est bien. On pourrait jouer aussi le confinement, où la nature s'est déconfinée, en fait. Où les gens ont filmé justement des biches au coin de la rue, enfin, des regards dans Paris. C'est des gens qui acceptent tout ce que leur chef dit à la règle. Été 96, évacuation de l'église Saint-Bernard, des sans-papiers qui l'occupent depuis des mois, des gens qui font des grèves de la faim. Et moi je suis là, je vois les images du Veldiv passer dans ma tête. J'ai peur, mais ma haine m'envahit, et il faut que je me casse en deux. Moi ça me rappelle quand j'étais toute petite, il y a par 6-8 ans, il y a une ferme à côté de la maison. Et alors, on disait, avec les autres enfants, le fermier nous appelle, on va à la traite des vaches. Et on était contents, mais en fait, c'était pas vraiment à la traite des vaches qu'on allait. On montait tous dans une carriole, il nous conduisait dans les champs, et lui, il allait traire les vaches, et nous, on descendait, et il y avait des mûriers. On mangeait mûrs, je les sens encore.
c'est comment on fait chacun pour essayer, là où on est, de remettre son monde à l'endroit. Enfin, en tout cas, de continuer à le mettre à l'endroit. Je vais chez les commerçants de proximité. Voilà. Le cadre dans lequel tu arrives se remettre à l'endroit, juste comme ça. Elle déambule, mais c'est son quotidien. Elle a vu ça. Elle déambule et elle mange du moulinet. Voilà, c'est ça qu'elle dit, c'est qu'elle tombe et elle est là. Oui, moi je sais, je suis pas comme vous. Je peux pas vivre dans une maison sale. Je peux pas vivre dans une maison où les poubelles sont pleines. Je peux pas avoir un jardin plein d'herbes folles. Je peux pas avoir des WC sales, voilà. Donc j'ai été élevée comme ça, c'est pas de ma faute, je suis pas comme vous. Alors je crois que je vais quitter la coloc parce que je suis pas capable de m'adapter à votre façon de vivre. Mais je comprends que pour toi ce soit un point qui soit, que ce soit important et qu'on puisse trouver des solutions ensemble, parce qu'il va falloir qu'on essaye de voir comment chacun on va pouvoir s'adapter aux uns aux autres. Moi, ce qui m'a touchée dans cette scène, c'est la force de l'émotion, parce qu'en fait, au début, on voit bien que c'est pas hyper... c'est compliqué pour elle, elle est submergée, mais finalement, c'est grâce à cette émotion qui ressort que les autres s'aperçoivent de ce qui se passe. Et souvent, c'est vu comme une faiblesse, en fait, de pleurer, d'être dans l'émotion. Et finalement, c'est aussi une belle alerte, et je trouve que là, c'est ce qui m'a touchée dans cette scène. Un centre de rétention. Entre ces deux personnes, un plexiglas et des flics qui sont chargés de la surveillance. T'as reçu la nouvelle feuille d'horaire là? Les enculés, Pas possible on va faire appel au syndicat là, on peut pas continuer comme ça. Pas les conditions avec lesquelles on bosse, avec des mecs qui gueulent dans tous les sens, je comprends pas ça. Qu'est-ce que t'en dis? T'as dit rien? C'est toujours la même, de toute façon, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, moi j'ai vu un film ce week-end, mais c'était le top. C'était un groupe, ils étaient là, ils gagnaient plein de pognon. Moi ça m'a fait rêver, tu vois. T'as vu le salaire qu'il faut qu'on fasse? C'est pas la famille. Attends d'aller au cinéma, je dois quand même. Ah, c'est fini, hop, une demi-heure terminée. Ciao, hop. Malgré toutes les barrières que nous rencontrons, je continue à aller au centre de rétention pour partager pendant une demi-heure un moment d'humanité. Ah bon? Ah bah c'est pas grave, je vais aller voir ma mère, puis je vais l'amener goûter chez moi, hein, c'est pas un problème. Hein. Bah, mais qu'est-ce que vous faites là? Je mets les barrières au lit de votre maman. Comment? Vous la couchez à 4h moins quart l'après-midi? Oui, mais elle était en train de errer, de traîner dans les couloirs. Elle déambule, mais c'est sa vie. Oui, mais c'est dangereux, elle peut prendre les escaliers, tomber... Comment ça, c'est dangereux? Mais c'est son quotidien. Écoutez, je la vois tous les jours. Je sais, vous la voyez tous les jours. Je sais que c'est bon pour elle. C'est bon pour elle, vous voyez la tête qu'elle fait, je sais, elle peut plus s'exprimer, vous voyez bien qu'elle est pas contente. Oui, mais vous parlez fort, vous lui faites peur, là. Je lui fais peur, mais vous, c'est de la maltraitance. La maltraitance. Oui, c'est de la maltraitance. Vous avez pas vu la charte, là? Il faut les laisser libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Regardez, elle est déjà enfermée ici, là. Regardez. C'est pas de la maltraitance. Si, c'en est. Elle est allongée, là, elle se repose. Non, elle se repose pas, parce que ça fait 4 ans qu'elle déambule et c'est son quotidien. C'est comme ça. Elle déambule, elle a du moulinet. Ses journées, c'est comme ça. Et il faut respecter ça. Vous savez, moi, je vais aller au conseil de vie sociale, et puis je vais en référer, oui, à la direction, et puis à la cadre de santé, parce que là, franchement, c'est pas respecter le bien-être des gens. Tiens, viens, maman, on va goûter à la maison, il fait beau, il y a autre chose à faire. Au niveau de la première séquence dans l'EHPAD, l'idée des normes qui sont pour le bien de tout le monde, quoi. De plus en plus, c'est un monde à l'envers, complètement.
apparemment complètement bien structurées, voilà. C'est cette fausse apparence des normes et des règles et des règlements, etc., qui vont contre le simple contact d'emmener sa maman goûter en lui tenant la main, quoi. Les migrants, faut réguler, quoi. Il y en a beaucoup trop, hein. Ils sont partout. Faut réguler. Faut réguler parce qu'en fait, Tu veux pas te poulet? Faut réguler. Pourquoi ils se cachent? Pourquoi il faudrait réguler les migrants? Les adultes, ils restent là, à rien faire dans la rue, à traîner. Ah ouais, on peut pas les accueillir? On peut pas les accueillir? Il faudrait les accueillir, justement. Je d'aller près de la gare, là. C'est ce qu'il faudrait les accueillir, c'est parce qu'on les accueille mal qu'ils sont en train de traîner comme ça. Là. Là, tout de suite, c'est pendant ce temps-là. D'accord. Et pendant qu'elle n'avait rien, moi j'avais quelque chose dans mon assiette. Mon frère me dit, quand même, je peux te faire un beau cadeau de temps en temps. Et alors, si tu veux me faire un beau cadeau de temps en temps, c'est de mon frère quand vous avez mon anniversaire ce stage. Ça m'a amené beaucoup de résistance, mais j'ai eu mon stage. On retrouve moins d'humains dans le service rendu et on se retrouve plus seul, confronté à la machine. Les maladies cardiovasculaires qui seront la première cause de mortalité en France, en fait. Et pendant ce temps-là, en fait, on tue 3 millions d'animaux d'élevage par jour. Et on déforeste l'Amazonie pour les... Non, je pense qu'il faut qu'il y ait une famille qui On utilise des masques qui sont périmés depuis mars 2016. C'est normal, ça? Ben non, parce que nous, infirmières, personnel des hôpitaux, on devrait être les premiers protégés quand même. Et pendant ce temps-là, bon, on la met en route, la ligne de production des masques? Non. Non, il y a tout. On a le matériel, on a les hommes, on a tout ce qu'il faut, on a les matières, mais on n'a pas de commande. Mais il y en a pour une journée pour la mettre en route. Mais on n'a pas de commande, c'est non. Il n'y a rien. Enfin, on peut sortir 40 000 masques par jour. Mais si vous voulez me faire plaisir, mais vraiment, et j'ai vraiment besoin de ça, tu vois, en ce moment, c'est un stage de peinture. Ça, j'en ai besoin, tu vois. Ça me ferait plaisir. Et pendant ce temps-là, Dis maman, pourquoi il n'y a plus d'eau? Bah, ils ont dû arroser le golf il n'y a pas longtemps, parce que, tu sais, pour le gazon vert, ça prend beaucoup d'eau. Hein. Bon, je vais prendre ce qui reste quand même, hein, ça ne sert plus rien. Sur l'année 2020, 55% des locations parisiennes sont des locations de type plateforme Airbnb. Non, Airbnb. Merci. Pendant ce temps-là, je suis étudiante au centre de Paris et je dois faire 1h30 de transport en commun tous les matins et tous les soirs pour pouvoir aller étudier parce que j'ai pas trouvé de logement à prix correct plus près. C'est génial le Covid. J'avais investi là quelques milliers d'euros. 20% de retour d'investissement. Putain, Phaser, je t'embrasse. Et on a eu une subvention. Une subvention pour les canons à neige. On a 32 nouveaux canons à neige. Et on va pouvoir tenir le salon du 4x4. T'as quel âge?
J'ai 60, bientôt 61. Ah ouais, quand même. Mais c'est vrai que tu fais pas ton âge. Hein. C'est boulot quand on est passionné. Ouais, mais je comprends. Moi, Alors, je vais te dire un truc, tu vois. Là, entre nous, moi, je l'appliquerai pour moi, ça. Ouais. Je veux pas épuiser les gens jusqu'au bout. Je pense qu'il faut s'arrêter quand on est encore en forme. Tu vois, je veux pas pressuriser. Moi-même, je le ferai pour moi, tu vois. Tu comprends. Mais je suis pas épuisé, hein. Non, moi, je suis passionné, moi. Bon, t'auras pas de CDI, quoi, voilà. Parce que moi, je peux pas partir à la retraite tout de suite, là. Ah bah oui, mais là, non, t'auras pas de CDI. Parce que j'ai besoin de... Ah ben, je comprends, ouais, mais voilà, c'est comme ça. Pas de CDI. Il se trouve que l'INRA, qui est un institut public, reçoit des financements privés. Et que là, on n'était pas en face de personnes qui font des recherches sur le bien-être animal, mais des zootechniciens, c'est-à-dire des scientifiques dont le travail est de faire de la recherche pour rendre encore plus productifs les animaux. Voilà. Donc, eux, ils avaient la mission, normalement, leur mission première, c'est de prendre les animaux et puis de voir comment on peut booster la production de lait, d'œufs, de foie gras, etc., etc. Et donc, fort de cette expérience, on a créé L214, donc en étendant le champ d'action de l'association. L214, on se concentre sur les animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire, parce qu'en fait, ils représentent 99% des animaux qui sont utilisés par les êtres humains, exploités par les êtres humains, même si vous comptez tous ceux qui sont chassés, nos animaux de compagnie, ceux qui servent pour nos divertissements dans les cirques, dans les laboratoires, etc. C'est moins de 1% des animaux par rapport à la quantité qu'on utilise pour faire de la nourriture. Vous les enfermez dans des cages, il y avait aussi un débat sur est-ce qu'il faut des cages individuelles ou des cages collectives. Et les essais qui ont été faits, ça a été de faire, on teste en cage individuelle, les canards sont plutôt bien, voilà, enfin, pas énervés, pas de signe de mal-être. Et puis ils les mettent dans des cages à 3, donc 3 canards, qui finalement s'agressent les uns les autres parce que de toute façon ils n'ont pas assez de place. Donc voilà. Oui, vous avez un téléphone qui demande à être écouté. et là, ils constatent qu'effectivement les canards s'agressent entre eux et que du coup le bien-être chute considérablement. Donc ça a été la période, je pense, une période très 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 difficile. Parce que autant moi je suis pas très sensible, autant lui il l'est pas mal. Et il a tenu 3 semaines. Il rentrait le soir complètement, enfin le soir, c'est milieu d'après-midi, complètement épuisé, vidé, mentalement, psychiquement et physiquement. Physiquement aussi, hein, c'est à la chaîne, vous faites le même geste pendant des heures et des heures. Donc voilà, c'est 90% des ouvriers d'abattoir qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Donc que ce soit tendinite, enfin bref, ils ont tout. Donc tous les soirs, ça. Son objectif, il l'avait bien en tête, c'était de pouvoir prendre des images des mises à mort des animaux. Voilà, donc il était un peu protégé psychiquement par le fait d'avoir une mission à remplir et de savoir pourquoi il était là. Néanmoins, quand au bout de la 2e semaine, il avait vu des choses atroces et que la caméra ne s'était pas déclenchée, il a dit, punaise, il faut que j'y retourne une semaine. Et il s'est littéralement écroulé. Il s'est littéralement écroulé. Nos enfants, qui étaient pourtant pitchounes, hein, c'était des... Enfin voilà, notre fille, elle avait, je sais pas, 8 ans, notre fils, il devait avoir 3 ou 4 ans, se souviennent de cette période-là, qui est pourtant 3 semaines, enfin, dans une vie, on peut se dire pas grand-chose, de l'odeur qu'il avait en rentrant. Une espèce de mélange de sang, de merde, le froid aussi, on travaille dans le froid, parce que, voilà, vraiment, c'était très impactant, en fait, pour lui en premier chef, mais pour toute la famille derrière, de le soutenir. Septembre 2008, l'usine Charal de Metz recrute à la chaîne un ouvrier. L'occasion est trop belle. Ils embauchent chez Charal. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super intéressant. Depuis le temps qu'on cherche des images de l'intérieur qu'on n'arrive pas à voir. Écoute, tu sais, bon, entre nous, c'est moi la moins sensible, donc je te propose, je postule. Je dois y aller. Je vais le faire pour la cause.
Et tu vas tenir. Oui. Mais il n'y a pas d'image. Ah non. Il n'y a rien qui est filmé. Il y a mes habits, il y a mes chaussures. On va le plafond, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, c'était la dernière... Enfin, normalement, tu avais 2 semaines de contrat. Mais il n'y a pas le choix, je pense que... Cette 3e semaine a été longue, très longue. Je ne sais pas comment j'ai pu. Je ne sais pas comment j'ai pu apprivoiser à la fois du dégoût, à la fois de la colère. Comment est-ce qu'on peut traiter comme ça des animaux? Ah, c'est toi le nouveau? Oui, c'est moi. Bon, bah tiens, voilà les gants, parce que quand même, faut les gants. Je te conseille de mettre un masque, hein, là, parce qu'au départ, il faut s'habituer quand même. Hein. On va être au viscère, là. Ok. Allez, on y va. Alors, tu vois, ça arrive là. Oui, ben, faut s'habituer, et tu vas t'y faire, Ça arrive là, tu tries d'un côté ce qui est bon, tu gardes le cœur, tu gardes le foie, ce qui est bon, de l'autre côté, tu jettes. Ça arrive, tu tries, tu jettes. Ok. Faut y aller. Allô, la L214? Oui, bonjour. C'est vous qui avez passé la vidéo sur l'abattoir d'Alès? Oui, tout à fait, oui. Je vous appelle parce que ce que je vis là tous les jours, ce que je vois, c'est pire que ça. Et je voulais savoir si on pouvait se rencontrer pour en parler, faire quelque chose. Bien sûr. Donc moi je suis pas agriculteur, mais j'ai fait des études et donc je suis professeur dans une école d'agronomie à Paris, une école qui s'appelle AgroParisTech, donc je connais assez bien ce cours que vous avez vu hier. C'était ton collègue. Voilà, c'était mon collègue. Sauf que moi je travaille sur la protection de l'environnement. Et pendant mes études et puis les cours que je fais, je raconte à mes étudiants et mes étudiantes comment est-ce que l'agriculture fait beaucoup de dégâts sur l'environnement. Alors peut-être pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 400 000, ou ce qu'on appelle les exploitations agricoles, 400 000 fermes en France. Dans les années 60, il y en avait à peu près 10 fois plus. Bon, pour vous donner un ordre d'idée. Et sur ces 400 000 exploitations agricoles, il y a à peu près 1 million de travailleurs. En fait, quand on regarde les revenus de toutes ces exploitations, il y en a plus de la moitié qui ont des revenus qui ne gagnent pas d'argent, qui ont des revenus négatifs. Les agriculteurs et les agricultrices, globalement, ils n'ont pas assez de revenus de leur travail. Le nombre de suicides par jour dans la profession, c'est assez effrayant. Ah ouais. Ouais. Et ça, on entend de plus en plus parler, c'est les questions de santé. C'est un métier dans lequel les travailleurs et travailleuses utilisent des produits très dangereux, donc ce qu'on appelle globalement les pesticides. Les travailleurs et travailleuses qui utilisent ces produits-là, en fait, ils s'exposent beaucoup en termes de santé. Et là, il y a, pendant très longtemps, des années 60 jusqu'aux années 2000, ça a été un tabou total. On ne parlait pas de la santé des agriculteurs. En France, dans les années 60, alors je me suis noté pour ne pas vous dire de bêtises sur les chiffres, il y avait à peu plus d'1 million de kilomètres de haies. Là, on en est actuellement à 500 000 kilomètres, donc on a perdu la moitié. Le monde rural, c'est quand même, c'est pas fastoche. Et puis, c'est des endroits dans lesquels il n'y a pas l'eau courante. Dans beaucoup de fermes, il n'y a pas d'eau courante. Il y a assez peu d'électricité. Alors que, en parallèle, il y a la modernité qui commence à arriver dans les villes. Et donc, à ce moment-là, il y a un deal qui est passé entre l'État et les agriculteurs, la profession, où l'État leur dit, nous, on a besoin que vous nous produisiez plus, et vous avez besoin de modernité. Et donc on va faire un deal, on va vous aider, on va travailler ensemble. Pour que ce soit clair pour tout le monde, ceci est un arbre généalogique. Je suis Jean-Claude, j'ai 85 ans aujourd'hui,
C'est moi le grand-père. J'ai été élevé dans le respect et j'ai toujours respecté la terre, le travail de mon père. Je suis aussi devenu maire du village. Ma femme était institutrice et j'ai tout bien fait. J'ai tout bien fait, l'agrandissement de la production, les pesticides, tout, j'ai tout bien fait. Et puis un jour, je me suis rendu compte, en fait, j'ai tout cramé. Je m'appelle Yves, j'ai 52 ans et quand avec Anne, on a repris l'exploitation, on a eu envie de faire autrement. On avait voyagé un peu, on était allé en Israël, on était allé au pays de Gon, au Mali, on avait vu des gens qui faisaient vraiment autrement. On a fait vraiment tout autrement. On a converti l'exploitation en bio, on avait envie de retrouver le chant des oiseaux, du coup on a remis des haies. Moi aussi, je m'y suis mise à la coopération animale, je m'y suis mise à tout ça. Seulement, j'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre parce qu'on a 8 000 € d'endettement. Et parce qu'on est venu nous dire que peut-être là-bas, sur le terrain, là, qui fonctionne encore très bien, on va nous mettre une autoroute. Ben maintenant, je fais des ménages. Je fais des ménages parce qu'il faut qu'on puisse joindre les deux bouts. Et ça, c'est dur. Donc tu vois, maintenant, le produit il est plus marron, il est bleu, il y a de l'hémétique, du vomitif, il y a un produit pour que ça pue. Vraiment, on fait tout ce qu'il faut pour que ça marche bien et pour prendre soin des agriculteurs et puis des plantes, évidemment. Hein. Voilà. Bon, allez, je te laisse bosser. Hein. Eh oui, on a changé de truc. Ah, ben, on fait plus le même produit. Ouais. Quoi ? On n'a plus l'autorisation de la mise sur le marché, donc cet herbicide-là, c'est fini, on fait autre chose. Ben, c'est vraiment con parce que tu vois, si on était dans les tropiques, eh ben, on pourrait continuer à en vendre. Ouais. Et j'ai envie d'aller aux toilettes, mais j'hésite. Il fait tellement froid. Oh, moi j'arrête, j'ai des courbatures partout. Ça fait 14 heures qu'on y est là. Putain de Dieu. On voit rien ici là. Bon bah il arrive ce bois. Oui. Oh, ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de œufs. Oh là là. Elles n'ont pas encore pondu aujourd'hui. Oh non. Putain, mais qu'est-ce qu'on va se donner? Ça fait une semaine que ça dure là. Et vous leur donnez bien du maïs? Si. Bah on fait ce que tu dis quoi. Et, je voulais savoir si vous étiez intéressé par la modernisation de votre ferme. D'accord. Alors je vous explique, on va venir mettre l'électricité jusqu'au champ, même dans l'habitation d'abord, évidemment, pour que vous ayez un peu plus de confort, que vous puissiez avoir l'eau courante et de l'électricité dans la maison. Et puis on peut vous faire des prêts à taux zéro pour que vous puissiez acheter des tracteurs et des machines pour les champs. Comme ça vous pourrez augmenter la production de votre champ. Les vaches, elles seront encore à nous. Ah mais oui, bien sûr, c'est vos vaches. Vous n'allez pas les prendre. Ah non, pas du tout, on veut juste qu'elles produisent au maximum pour qu'on puisse nourrir tout le monde. Et on a besoin de votre effort. Mais c'est génial. Bah, si vous êtes d'accord, on va faire ça, donc ça vous coûtera presque rien. Et vous allez produire plus et nous, on vous achète tout après parce qu'on a vraiment besoin du lait, on a besoin du lait pour tout le monde, là, surtout en ville. Vous achetez tout? Oui, on achètera tout et les prix sont très très hauts là pour l'instant. Où est-ce qu'on signe? Où est-ce qu'on signe? Oui. Et c'est moi qui signe. Oh, c'est vrai, pardon. Nous avons appris que certains de vos élèves qui sont excellents, puisque nous les prenons en stage dans nos entreprises, qui dépendent de notre association, ont l'intention de mettre en place un événement sur le véganisme, ce qui paraît incompatible avec notre soutien, vous comprenez? Disons que c'est tout à fait inapproprié. Oui. Vous êtes sûr que vous avez un contradicteur pour votre... parce que si vous... sans contradicteur, ça ne pourra pas avoir lieu. Contradicteur. Oui, il vous faut un contradicteur dans votre travail. Donc vous n'en avez pas, donc ça n'aura pas lieu. Pas dans mon établissement. Il y a énormément d'étudiants et de chercheurs qui ont travaillé sur les campements et sur les militants et les militantes. Énormément, énormément. Il y a une littérature assez hallucinante là-dessus. Et quasiment rien sur les gens qui produisent cette situation-là. Et moi, j'ai fait l'inverse, j'ai choisi d'aller voir les institutions
nationales et locales, d'aller voir les policiers, d'aller voir la mairie, d'aller voir les transporteurs qui mettent en place les contrôles, d'aller voir aussi les riverains qui des fois se mobilisent pour faire fermer des squats ou pour empêcher l'ouverture de lieux humanitaires, d'aller voir les commerçants qui n'accueillent pas toujours les personnes exilées dans leur commerce, etc. En gros, d'aller voir tous ceux qui produisent la frontière. C'est-à-dire qu'en fait, on a obligé les compagnies aériennes, les compagnies de chemin de fer, les compagnies de bateaux à dire, en fait, si vous amenez quelqu'un sur notre sol qui n'a pas de papier, vous paierez des amendes et c'est vous qui devrez les réacheminer. Si des chauffeurs routiers sortent des gens à la barre de fer sur les aires d'autoroute dans le but de ne pas risquer d'avoir des amendes une fois arrivés en Angleterre et qui sont violents, et ben en fait, ce ne sera jamais de la responsabilité de l'État. Parce qu'en fait, c'est une violence exercée par un agent privé. Donc le fait de déléguer le contrôle, c'est aussi une façon de déléguer la violence et de déléguer les choses illégales que l'État ne fait pas forcément, même si l'État fait beaucoup de choses illégales à Calais, mais voilà, c'est une façon de déléguer la responsabilité du contrôle aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai rencontré du coup à la fois des chauffeurs routiers et des agents des services du pont qui sont ceux sur les bateaux, sur les ferries, dont le rôle normalement est un rôle de sécurité. C'est-à-dire incendie, enfin voilà, tout ce qui sur un navire et qui ont vu leur métier complètement changer et à devoir faire des rondes dans les ponts-garages pour repérer s'il y a des personnes exilées dans les bateaux. Si c'est le cas, les enfermer à bord dans une cabine et les ramener en France à la police aux frontières. Donc vraiment un métier de police délégué à ces agents-là qui ont vu leur métier complètement être transformé. Mais il y a une autre dimension, c'est qu'un chercheur qui s'appelle Éric Fassin a appelé l'auto-expulsion. Entre guillemets, hein, l'auto-expulsion c'est quoi? C'est une politique d'auto-expulsion, c'est l'idée qu'on va rendre la vie aux gens suffisamment invivable pour qu'ils partent entre guillemets d'eux-mêmes. Et c'est la citation du préfet, qui rend ça invivable quitte à fermer les robinets d'eau. Alors fermer les robinets d'eau, mais c'est aussi détruire en permanence les abris. J'ai plusieurs policiers qui m'ont raconté comment ils savent que c'est illégal de détruire les tentes, mais que c'est les ordres. Et que refuser un ordre illégal, c'est compliqué. Il y a certains syndicalistes qui l'ont fait, d'autres pas, etc. Mais du coup, détruire les abris, détruire les tentes, détruire... C'est illégal de détruire les abris? Oui, parce que c'est considéré comme un domicile, une tente. Donc c'est illégal. Détruire les ustensiles de cuisine, mettre du gaz lacrymogène dessus, mettre du gaz lacrymogène sur les points d'eau. Empêcher de dormir en intervenant la nuit. Et du coup, là, on arrive à cette question de... C'est pas juste l'expulsion, ou c'est pas juste l'arrestation, mais c'est la menace qui est elle-même une politique. Moi, j'ai assisté à une scène, une nuit, en 2010, où sur un campement, mais qui était c'était au BCMO là, à Calais, qui était juste sur un rond-point, en fait, et où il y avait un campement, au milieu de la nuit. Donc les voitures de police passent, s'arrêtent, ralentissent avec plein phare plusieurs fois. À un moment donné, les CRS arrivent, disent en anglais qu'ils cherchent quelqu'un, demandent si quelqu'un parle français, et voit pas trop, me voit moi, mais pense sans doute que je suis anglais parce que c'était beaucoup de militants anglais qui étaient là à cette époque-là, et du coup je vais pas comprendre. Et donc ils disent en anglais, on cherche quelqu'un, et donc ils passent, donc il est 4h du matin, ça réveille tout le monde, voilà. Les lampes sur chaque visage, donc ça prend plein de temps, les gens paniquent, ça commence à être le gros stress, etc. Ils finissent par se rassembler devant, et un des policiers dit, on prend lequel? Et ils prennent quelqu'un au hasard, qu'ils emmènent, et qu'ils relâcheront 4 heures plus tard. C'est qu'ils n'ont aucune information sur leurs droits et sur ce que veut dire les papiers qu'on leur donne tous les jours, donc ils ont des tonnes de papiers. Il y a un truc, par exemple, je trouve inadmissible, mais un truc, c'est par exemple quand les personnes du Guinée demandent l'asile, on leur propose de prendre un avocat. Et il y a notamment un avocat dans la région là, qui prend tous les dossiers de tout le monde. Je pense qu'il ne les traite pas forcément très bien, mais bon. Et enfin, j'en sais rien. Et en fait, ces personnes, on leur dit pas que si jamais elles prennent un avocat et qu'elles vont au tribunal, du coup. Donc en fait, quand elles vont au tribunal, c'est pour dire non, je ne veux pas repartir en Italie, par exemple. Sauf qu'elles n'ont aucune chance de gagner au tribunal. Voilà, la plupart du temps, ils perdent, quasiment toujours. Sauf qu'on leur dit pas qu'ils ont très très peu de chances de gagner. Et le problème, c'est que si vous allez au tribunal, ça rajoute... Quoi, tu as trop de choses à expliquer. Ça rajoute 6 mois sur leur délai de Dublin. Je vais pas expliquer le délai de Dublin. En fait, quand vous êtes du Guinée, l'État français, il a 6 mois pour vous renvoyer dans l'État où vous avez laissé vos empreintes. Oui, je voulais vous voir parce que il y a des gens là autour sur vos terrains. Oui, c'est notre terrain. Ils sont des terrains privés. Ouais, mais on ne l'utilise pas, ce terrain. Oui, bien sûr, mais voir ces gens installés comme ça, c'est insalubre par humanité. Enfin, voilà, il me semble que
même pour leur rendre service, quoi. On ne peut pas accepter cette situation. Ah oui, vous pensez que c'est pas bien pour eux? Non, non, du tout. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. Et quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, première chose, vous pourriez porter plainte. Porter plainte? Pour occupation d'un terrain privé. La mairie et la préfecture sont derrière vous. Il n'y a aucun souci. Bon, bah, bien, monsieur le maire, nous allons porter plainte. Merci, merci. Il y a un cheval qui est venu nous soutenir avec un concert, et il y a 500 camarades qui sont venus avec des marteaux. Les flics n'ont pas pu intervenir. Et on a reconstruit les cabanes. Yes. Voilà. On cherche quelqu'un. Bon, il y a quelqu'un qui parle français ici? Bon, on prend qui ce soir? Le mec. Non, non, la fille pour changer un peu l'air. Ah ouais, la petite. Celle qui a des lunettes? Ouais, vas-y. Ok, on la garde combien de temps? On va 80 ans là. Pas comme d'hab, hein. Ouais. De toute façon, on verra devant. Hein. Ok. Bon, les gars, j'espère qu'avec le boulot qu'on fait et de nuit, la prime de fin d'année, elle va être comme ça. Hein. Quand même. Sinon, on les fait bien chier. Ouais. Un peu, hein. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Allez, tu nous suis. Allez, tu fais pas d'histoire, tu nous suis. Allez, allez. Allez, là, tu viens, allez, bouge. Hey, what's up? Allez. What's up? Allez, allez. Pas de problème. Pas de problème. Comment tranquille. Vas-y. Hop, 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 toi là. On t'a vu, on t'a vu. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Oui, oui, oui. Bah... Je suis un médecin, oui. Je suis un médecin. Oui. Je vais aller chercher ma famille. Un migrant surtout. En fait, j'ai une famille à rencontrer. Voilà. J'ai une famille. Voilà. Allez, allez. J'ai de l'argent. Ouais. Il est médecin, il t'a dit, il est médecin. Oui, il est médecin, il est médecin. Et oui, surtout oui, j'ai de la famille. J'ai de la famille. Où, en Angleterre? Oui, oui. Oh, il a de la famille en Angleterre, il est médecin. c'est le règlement. Moi, Oh, je respecte le règlement. Mais ça fait chier, c'est pas mon boulot, j'en ai marre. Moi, mon boulot, c'est la sécurité, c'est l'incendie. Non, mais c'est ça, c'est moi je. Mais... On en refait passer un, et puis il se passe le mot, et puis tout le monde passe. Hein. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas de cohérence, ils tournent, ils reviennent, ils repartent, ils tournent, ils reviennent, ils repartent. Il bouge tout le temps. Mais laisse-le passer, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, on fait quoi? Tu fais comme a dit le capitaine la dernière fois, là. On n'a rien vu. Ouais. On regarde devant, on laisse derrière. Ils ne remontent pas dans un camion. Moi, j'ai pas été gilet jaune tout de suite, dès novembre 2018. Je suis rentrée dans le mouvement en janvier 2019. Comme plein de gens, voilà, j'ai attendu un petit peu de voir comment se passait ce mouvement, de comprendre un peu ce que c'était, parce qu'il y avait plein d'infos mélangées sur les réseaux sociaux. C'était assez compliqué d'y voir clair. Et en fait, moi, j'ai eu un peu cette réserve des gens qui étaient déjà... Moi, j'étais pas primo-militante hein, quand je suis devenue gilet jaune. J'étais un peu politisée. J'avais fait partie
de mouvements politiques avant. Des gens qui étaient engagés très à gauche et qui se sont dit au départ mais c'est quoi ce mouvement et qui est vraiment dans le mouvement. Et je discute, mais c'était un peu des présentations et tout. Et je vois tout de suite un gars qui s'appelle Fabien. Et lui, voilà. C'était... déjà, il fait presque 2 mètres de haut. Et je suis allée... il avait un énorme drapeau sur les épaules, les drapeaux des gitans, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce symbole. Il y a un espèce de cercle au milieu, puis des rayons bleus, comme ça. Enfin, je le décris peut-être mal. Et il avait cet énorme drapeau sur les épaules. Et donc, moi, j'étais intriguée parce que, à ce moment-là, je crois que je ne connaissais pas le drapeau. Et donc, je suis allée le voir et je dis, alors, c'est quoi ton drapeau? Ah, c'est la communauté de... Moi, mon père était gitan, etc. Et en plus, lui, il faisait presque 2 mètres de haut. Et j'ai tout de suite senti que, même si on disait toujours que dans les Gilets jaunes, il n'y avait pas de leader, j'ai senti qu'il avait un peu une place... il avait un truc là, tout le monde était autour de lui, c'est lui qui gérait un peu les opérations et la logistique. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller lui parler pour me présenter. Et en fait, il s'avère qu'effectivement, c'était un peu un des organisateurs qui a continué avec nous après pendant pas mal de mois de ce qui se passait localement sur Amiens par rapport aux actions des Gilets jaunes. Et en fait, il y a un groupe de Gilets jaunes qui a arrêté un transporteur, un camionneur. Et ils ont ouvert, je pense, la porte arrière et ils ont trouvé des réfugiés. Et donc, ils ont appelé la douane, je crois. Et en disant... Et puis, ils se vantaient sur la vidéo de faire mieux le travail que les douaniers, qu'ils avaient trouvé des gens. Donc ça a été super dur. Et on avait... c'est un peu que l'image qui tournait dans les premiers week-ends sur Amiens. Je peux raconter quand même celle de Mélanie et son mari, Hatché, qui est franco-ivoirien. Et qui, lui, dès le 17 novembre, va sur un rond-point et elle dit « Ouais, non, j'ai pas envie ». Elle a fait sa première manif en décembre. Et quand il revient du rond-point, il dit « Ouais, j'étais super mal reçu, personne n'est venu me parler et tout ça ». Et ça, Mélanie, elle me le raconte dans le film. Et je lui dis « Mais… » je dis « Mais il a été mal reçu, mais comment ça ?» Elle dit « Je sais pas, personne n'est venu lui parler, personne ne l'a accueilli ». Je lui dis « Mais parce qu'il est pas blanc ». Et elle me dit « Ah bah oui, c'est vrai, moi j'oublie qu'il est pas blanc. » Mais donc il est parti sur un rond-point où il n'a pas été bien accueilli parce qu'il est métis en fait. Dans les manifs et même sur les ronds-points, il y avait souvent, donc, quand les flics se pointaient ou les gendarmes, allez, venez avec nous, rejoignez-nous. Et il y avait encore, au tout début, là, les 3 premiers mois, il y avait encore la croyance que peut-être que les flics et les gendarmes pouvaient rejoindre le mouvement et qu'il pouvait y avoir une alliance. Et là, je crois que le basculement, il se fait à ce moment-là. Parce qu'en fait, ils sont pas, au départ, les Gilets jaunes, ils ne sont pas anti-flics, ils sont plutôt même républicains. Ils ont un sentiment vraiment... voilà, on est français, on est sur les champs, voilà, et, les flics, forcément, ils vont être de notre côté, forcément, ils vont nous défendre et tout ça. Et là, tout d'un coup, ils se prennent des gaz, on se prend des gaz, des caillasses et tout ça sur les champs. Et la plupart se disent, mais il se passe quoi, là, en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Sauf qu'au lieu de réfléchir trop longtemps, ils disent sérieux, ils sont en train de nous taper dessus, mais on va les défoncer en fait. Donc c'est parti en émeute à ce moment-là, parce qu'il y a eu une colère énorme de se dire mais ils devraient nous aider en fait. On fait ça pour tout le monde, on fait ça pour que les gens aient une vie plus juste et tout. Comment ça se fait qu'ils nous défoncent? Et voilà, et la réflexion n'a pas été très longue, et là il y a eu à ce moment-là cette prise de conscience. Pour moi, il y a eu une trahison un peu de la classe moyenne supérieure et des syndicats, même si Sud a appelé dès le départ quand même à rejoindre, mais c'était déjà ça. Trahison de la classe moyenne supérieure et des syndicats dans ces premiers mois, en fait. Et même jusqu'au mois de mars, parce que si on avait eu le nombre, et que la classe moyenne, c'est beaucoup de monde. Enfin, j'aime pas le terme classe moyenne, mais vous voyez de quoi je parle. Et ben peut-être qu'il y aurait eu des choses... Pour moi, on a loupé une révolution quoi, à ce moment-là, et on a ce sentiment de trahison un peu. Donc les arrestations, les contrôles, les insultes permanentes en manif, vous êtes des cassos, bande de chômeurs, vous puez, vous êtes des pauvres et tout, ça vraiment beaucoup. Les arrestations massives, les procès, je suis restée 30 heures en garde à vue. Les chefs d'inculpation, dissimulation du visage en vue de commettre des dégradations, parce que j'avais remonté et qui m'ont pris en photo à ce moment-là, et que j'étais devant les flics, et non-dispersion suite aux sommations. C'est la peur, et la peur, ça marche en fait. Ça marche parce que quand on est traumatisé, quand on a vécu des gardes à vue, quand on a été blessé directement ou matraqué ou par les LBD, les flashballs et tout ça, quand on a eu après un procès où il y a un mépris de classe énorme,
où la vie des Gilets jaunes est déballée comme ça parce qu'il faut bien montrer à quel point c'est des cassos et qu'ils ont été violés 6 fois dans leur enfance par leur oncle et tout ça. Tout ça, en fait, après, on est soit épuisé, soit traumatisé, puis ça fait peur, en fait, parce que ça s'arrête jamais. Et encore aujourd'hui, il y a des procès, et il y a encore des gens, on va les chercher chez eux, parce qu'ils continuent à analyser les images des manifs du 16 mars, du 1er décembre, et quand ils identifient la personne, c'est carrément une descente à la maison ou sur le lieu de travail. Le problème, c'est que les préfets ont énormément de pouvoir, et donc, selon les villes aussi, tout d'un coup, à la fin, quelques heures avant, comme l'Allemand, hein, parfois on était déjà place d'Italie, etc. Et il était 13h, la manif devait partir à 13h30, à 13h, arrêté préfectoral d'interdiction de manifester. Ah, on fait quoi maintenant? On se fait nasser, puis on se fait gazer pendant 6 heures. De quoi, en fait la taxe. On n'a pas d'argent, on n'a plus d'argent, le 15 du mois. L'essence, comment on la paye? C'est bon, quoi. On veut du pognon. Et puis il y a la taxe de l'essence, mais il y a quand même plein d'autres choses. Quoi? Comment? Il y a le pouvoir d'achat, il y a le chômage. Oui, vous prenez. Ah oui, mais attends, mais c'est de la politique, ça, on fait pas de politique, nous. Nous, on veut qu'il dégage. On veut qu'il dégage. Qu'il dégage. Oui, mais en disant ça, vous êtes contre le système, contre le système. Tu sais quoi, Karine, non, je ne suis pas contente. On veut manger, on veut être bien, on veut... Qu'il dégage. Dégage. Il y en a marre. Il y en a marre. Bon, enfin, c'est vrai que c'est sympa, quoi, ce mouvement... ce mouvement collectif et tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'idéologie. Et puis le capitalisme, il a encore de beaux jours, quoi. Sur ce rond-point, moi, je m'y retrouve pas, quoi. Je vais aller voir l'autre rond-point où il y a quand même un petit peu plus de copains gauchistes. Ça correspondra mieux. Hein. Super. Bonjour. Bonjour. Mais je t'avais pas encore vu. Tes nouvelles? Oui, j'ai vu l'annonce sur Facebook. Bienvenue. Comment tu t'appelles? Amandine. Excuse-moi, ça représente quoi ton drapeau? Ah, ça, c'est le drapeau de la communauté gitane. Comme mon père était gitan, pour lui porter honneur, je porte ça. En fait, c'était la première fois que j'ai vu des gens si différents, mais réunis si fort autour de la même lutte. Et je me suis sentie touchée. Donc j'ai décidé, j'y suis, et j'y reste. Mais c'est notre police. Ouais, après tout, ils ont des fins de mois difficiles aussi. Hein. Ah, ça pue le chômeur. Pas tout de suite. On a qu'à leur demander de nous rejoindre. Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Ça pue le chômeur. Ça pue le pauvre. Cassos. Pauvre. Bande de cassos. Oh là là. Oh. Ah, mais arrêtez avec les Vous avez vu la femme qui est tombée là? Ils ont marché dessus. J'ai vu un monsieur, il a perdu son œil. Il a pris un flashball dans l'œil. Sors de là. Putain. Tenez, je vous l'amène. Mon avocat. Merci. Bonjour, maître Dupont. Bonjour. Racontez-moi. J'ai rien fait moi, j'étais juste à la manifestation, je n'ai rien fait. Rien de rien. Je comprends même pas pourquoi je suis là. Ah oui, on comprend pas, hein. Il n'y a que des innocents ici. Racontez-moi, pourquoi vous êtes... Bon. Putain, vous pouvez pas lâcher votre portable là, vous êtes censé me défendre là. Oui, mais j'ai plein de clients. Vous avez plein de clients, vous n'avez pas de clients, vous avez qu'à faire votre boulot. Ouais. Bon, alors, vous n'avez rien à me dire. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux vous faire. Je vais visionner votre dossier. Je travaille au réseau Action Climat, donc une association qui œuvre sur le changement climatique, mais à l'intérieur de cette association, je travaille plus spécifiquement sur les questions agricoles et alimentaires. Le métier que je fais au réseau Action Climat sur l'agriculture et l'alimentation, c'est du plaidoyer et tout ce que ça comporte. Donc du coup, en gros, notre objectif ultime, c'est de faire ce qu'on peut pour faire modifier les politiques publiques, pour apporter des nouveaux chiffres, pour convaincre le décideur. Donc il y a la partie expertise, il y a la partie communication, on fait
des communiqués de presse, on parle aux journalistes, on essaye d'avoir des bons contacts dans des journaux pour essayer que la couverture médiatique soit plus à notre avantage, quoi. Et puis on fait du plaidoyer pur. Ce que j'appelle du plaidoyer pur, c'est la tête émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des parlementaires quand on est dans une période où une loi est débattue. Donc la loi climat dernièrement, on l'a suivi de très près, je pourrais vous en donner un peu plus de détails, pour y défendre une meilleure alimentation dans les cantines et pour faire adopter un amendement contre les élevages industriels. Et donc très concrètement, on rencontre des attachés parlementaires ou des parlementaires eux-mêmes pour essayer de les convaincre en leur donnant les bons chiffres en fonction de leur attachement politique. Donc ce que j'appelle la mobilisation, ça va de la manifestation classique à l'action de rue directe jusqu'aux actions de désobéissance civile. C'est un spectre assez large. Voilà, et donc les actions de mobilisation appuient évidemment beaucoup, notre propos de notre action de plaidoyer. Le plaidoyer et le lobbying, c'est la même chose. En vrai, je ne saurais pas donner une explication étymologique, mais traditionnellement, on dit le lobbying, c'est les industriels qui font une activité de pression sur les décideurs publics dans leur intérêt personnel. Et en général, c'est un intérêt économique ou financier. Donc pour avoir plus de marché, plus de parts de marché, plus de subventions, moins de taxes, etc. Ça, c'est du lobbying. Et nous, on fait du plaidoyer et on change le mot puisqu'on considère qu'on œuvre pour l'intérêt public. La FNSEA défend le fait qu'on reste comme on est actuellement, défend le fait que la France nourrit le monde. Je reprends l'expression de la FNSEA. La France est un grenier du monde, est un grenier de l'Europe en particulier, et nourrit le monde. Donc, on doit absolument garder une balance commerciale positive, c'est-à-dire continuer à exporter du blé, du lait en poudre, du fromage, tout à fait, et voilà, quelques autres trucs comme ça. Ça, c'est vraiment les principaux, et du porc et du poulet de chair. Et puis après, il y a aussi l'accès à l'information, mais au sens très large, c'est-à-dire aussi tout ce qui est la publicité, c'est-à-dire l'anti-information de notre point de vue. La situation actuelle, c'est que, en gros, il y a eu une loi, la loi Garot, qui à un moment a dit il faut qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, c'est pas bien, le gaspillage alimentaire, tout le monde est d'accord, tout le monde bosse dessus, sur le gaspillage alimentaire. Mais il y a aussi des dérives dedans, c'est qu'aujourd'hui, du coup, les grandes surfaces sont défiscalisées lorsqu'elles retirent de leurs rayons les produits qui vont aller à la poubelle et qu'au lieu de les mettre à la poubelle, elles les font rentrer dans le circuit de l'aide alimentaire. Vous êtes quand même le représentant de la partie transition écologique, oui, et on est d'accord que c'est quand même les grosses structures, elles sont hyper polluantes. Pour la transition écologique, c'est quand même très mauvais. On est d'accord. Après, moi j'ai les camarades derrière. Nous, notre question, c'est l'emploi. Mais pour eux, c'est des conditions de travail très dures aussi. Oui, les conditions de travail, il faut avoir un boulot pour avoir des conditions de travail. Donc on travaille. Oui, ok, on va améliorer les conditions de travail. On veut aussi traiter les poulets un peu mieux. Oui, parce que le bien-être animal il est catastrophique. Je suis d'accord, faire de l'insémination artificielle à la main, 8 heures par jour, c'est pas top. Donc nous, il n'est pas question qu'on fasse sauter les emplois. D'accord. Donc la CFDT ne peut pas nous soutenir là-dessus. Pas là-dessus, mais en revanche... Même si vous êtes d'accord... mais nous, on est d'accord pour améliorer. D'accord. Alors après, s'il peut y avoir... c'est pas pour défendre les patrons, hein, mais ils ne roulent pas sur l'or. Si on peut avoir des aides pour améliorer le travail et la condition animale, nous, on est partants. Hein. Faire de la formation et de la reconversion, ça on est d'accord, mais ça n'empêche pas notre... mais il faut que l'emploi soit... Il faut maintenir l'emploi. Hein. Sinon, moi, je mets les mecs en grève, hein, puis c'est les poulets qu'on va nous envoyer. Il y a des lois qui sont votées sur le bien-être animal. Les agriculteurs, ils aiment leurs animaux. Attends. Vous avez aidé à la FNSEA, vous avez aidé à faire passer des lois sur le bien-être animal? Ah ben c'est nouveau ça. Ah ben alors ça, je voudrais bien que tu me... Alors là, je voudrais bien le courrier de la FNSEA qui propose un truc comme ça. Tu ne peux pas accuser les agriculteurs de ne pas aimer leurs animaux. Ah, j'accuse aucun agriculteur, j'accuse la FNSEA. Le gars qui te fait travailler, pour qui tu travailles, franchement, il ne dit que des conneries, quoi. Mais non, il ne dit pas que des conneries. Il dit qu'il faut nourrir la population. Tu as vu comme la population mondiale a augmenté? Eh bien, la France, elle nourrit le monde. La France, voilà. 7 milliards d'habitants.
Bon, voilà. La carte, ok, c'est bon, la date, ok, c'est bon. Combien de personnes? Une personne. Une personne. Dites, c'est bientôt Noël. Du chocolat? Ah bah non, ça, les chocolats, c'est de Pâques. C'est en avril, c'est après. C'est les invendus d'avril, donc ce sera plus tard. Les invendus de Pâques, si vous voulez. D'accord. Attendez, excusez-moi, mais cette boîte-là, vous l'avez déjà goûtée? Non, c'est quoi? Je sais pas. Je sais même pas ce que c'est, mais j'ai essayé la dernière fois, c'est vraiment pas possible. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment pas bon. Bon. À la semaine prochaine. Au revoir. Je comprends au niveau de l'urgence, mais les gens ne sont pas hyper contents de la qualité en fait de ce que vous pouvez leur distribuer. Après, c'est peut-être pas de votre fête. Vous en pensez quoi de ça? Ça, c'est bon. On va pas se mentir, hein. Enfin, on va pas se mentir. Hein. Au niveau de la qualité, comment est-ce que je peux dire ça pour être... Vous voyez, c'est pas top. Hein. Voilà. Pas top. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que là, les bénéficiaires, si vous voulez, bon, ils deviennent écolos par le fait. Hein, Comment ça? Bah parce que tout de même, il n'y a plus de gaspillage. Donc, dans un sens, ils deviennent un petit peu... Bon, ce sont des puits de carbone, vous voyez. Je ne sais pas comment exprimer ça, vous voyez, mais c'est quand même satisfaisant. Ouais. C'est satisfaisant quand même, ça. Hein. Je trouve que finalement... On ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, ils comprennent ça. Ils sont avec ce concept, ils deviennent écolos. Vous voyez, c'est ça. En fait, on leur donne ce que plus personne ne veut manger, qui avant finissait à la poubelle. Bah, voilà, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Enfin bon, chacun s'y retrouve. Hein. Voilà. Personne meurt de faim en France. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Putain, ils sont hyper nombreux aujourd'hui. Ils sont au moins 40. Ouais, mais il y a 2 heures, ils étaient déjà une quinzaine. Il y a 2 heures sous la pluie. Hein. Je me dis, s'ils étaient moins nombreux, on pourrait peut-être faire autrement. Sérieusement, tu veux sais, qu'on achète à combien? On On achète nos produits à la banque alimentaire 15 centimes le kilo. Et de la concurrence, bah, tu peux trouver moins cher que ça? Et vous croyez pas qu'on pourrait, je sais pas, faire de la récup de fin de marché, trouver des producteurs qui auraient des... Aller à Rungis. En plus, on va à Rungis. Bah, récupérer en gros, avoir du frais. Il faut leur demander à eux d'aller à Rungis récupérer et avoir du frais. C'est une galère de gérer le frais. C'est très bien les pâtes, le riz, ça ne s'abîme pas. Bah, nous, on a un camion. On a un camion pour aller chercher à la banque alimentaire. On pourrait faire ça. Hein. Moi, plutôt que de donner, là, je suis mal à l'aise, je veux bien aller à Rungis. Écoute, t'as pas tort, parce que c'est vrai que souvent, j'entends les personnes qui ne sont pas du tout contentes de ce qu'on leur donne. On ne laissera jamais faire, vous rigolez ou quoi? Mais en même temps, moi, je n'ai pas de temps à perdre non plus, supplémentaire. On est bénévole, hein, ça va. Moi, je donne, c'est qu'on me donne pour oui, oui. Hein. Et ben, c'est pas à donner. C'est pas des choses à donner, c'est pas comestible. C'est bon pour les chiens. Et elle a passé une très mauvaise journée. Il y a un problème, monsieur? Oui. Madame? Oui, Il y a un problème? Oui, oui. Ce que vous nous donnez, là, on ne le donnerait pas à des chiens. C'est gratuit, madame. C'est mangeable. Oui, c'est gratuit, on les connaît, les gâteaux. Oui, on les est des mange. pauvres. Ils ne sont pas dangereux. Françoise, ils vont pas revenir si tu fais ça. Ça va. Restons sérieux. On vous donne, vous donnez à des gens qui sont dans le besoin, ils prennent, je suis désolée, ils disent merci et c'est marre, enfin quoi. Et tout le monde vit qu'avec les bénévoles. Et les bénévoles, ils essayent de maintenir un système qui est pourri, mais ils essayent de le maintenir. Et je me dis, mon Dieu, c'est quand même terrible de se dire, je continue à maintenir ce système, même si je ne suis pas d'accord, mais... Oui, mais si je ne continue pas, les gens vont rêver de... Voilà, c'est ça. Et ben, aussi, je trouve intéressant, c'est que les bénévoles passent quasiment du côté des opprimés au côté des oppresseurs, d'une certaine façon. Oui, oui, c'est ça qui se fait. Mais ça veut dire que les bénévoles, ils en ont marre aussi de travailler dans des systèmes où finalement on pointe bien qu'ils ont un rôle assez négatif et que leur posture n'est plus tant que ça valorisée. Ils se mettent à gérer la misère. En fait. Ils se mettent à gérer la misère. C'est celui qui interdisait les tomates à je ne sais plus qui en avait envie là, dans une. Et aujourd'hui, les associations qui fonctionnent avec ce modèle, en général, ils ont de plus en plus de mal à recruter de bénévoles. Mousse, je t'ai coupé la parole. Ce qui me manque en fait là-dedans, c'est le côté en fait de l'opprimé. En fait, je veux dire
la personne qui fait la queue là-bas. On n'a pas un témoignage concret de la personne qui fait la queue là-bas. J'aimerais bien avoir un témoignage, même les étudiants, on en parle beaucoup des étudiants qui font la queue là en ce moment, parce qu'ils n'ont pas de thunes, parce que ceci, parce que cela, et il manque des témoignages de ce côté-là, au lieu de... On a eu un groupe ce matin, on n'a pas parti d'une histoire individuelle de quelqu'un qu'on va suivre et qu'on va aimer parce qu'elle est dans une situation particulière et elle y va, et tacata, c'est la différenciation des gens et du groupe. On a quelques petits trucs dans le groupe, mais c'est tout, donc il n'a pas tort. Donc, concernant la région, là, vous avez 2 millions de budget à réduire. 2 millions? Oui. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse à l'ARS? On vous fait confiance. Je pense que c'est votre rôle et je pense que vous en êtes capable. Vous allez avoir 2 infirmières en réa qui vont être mutées à la maternité et il va y avoir 3 lits en réa qui vont disparaître. Monsieur! Putain, mais ma jambe là! Oh, ça fait 3 heures que j'attends là! Monsieur, on est en train de le perdre, t'en faire quelque chose! Qu'est-ce que... Monsieur, comment vous vous appelez? Non, mais moi j'en ai marre! J'arrête! J'arrête, je démissionne, j'en ai marre, j'en peux plus de voir ça! Je me casse! Ah, on l'a perdu. Voilà. Regarde. Mais c'est de faire à moi en haut. Hein. Bon alors, cette pizza, elles sont en rayon, ces pizzas. C'est fait. Oui. Alors, elles sont où là? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est quoi ça? Une pizza. Ça, c'est une pizza. Ça, c'est une pizza. Oui, ça, c'est un pizza. Cadavre de pizza. Oh non. Alors elle est morte la pizza. Oui, à la pizza, vous l'avez cuite. Oh, mais Vous l'avez cuite, la pizza. Ah, à la poubelle. À la poubelle. Allez à la poubelle. Allez à la poubelle. Non, dans la poubelle, mais bon alors. On avait des cours de psychiatrie à l'université, à la fac de médecine. Je ne suis pas allé à beaucoup de cours, mais le peu où j'ai été, j'étais franchement pas convaincu. En fait, je ne m'attendais pas du tout à un discours comme ça, c'est-à-dire que le discours qu'on avait dans les cours, c'était l'efficacité des traitements en psychiatrie, sur des bases soi-disant scientifiquement prouvées, etc. Enfin, je voyais pas tout ce qui j'étais pas nourri par ce qui m'intéressait dans le domaine et je me souviens d'une fois, toute petite anecdote, où une de ces rares fois où je suis allé en cours, et donc il y a un cours sur les troubles anxieux, c'était intitulé du cours, et le prof de psychiatrie explique qu'on a fait des études qui comparent l'efficacité des antidépresseurs aux thérapies, aux psychothérapies, et qu'on avait trouvé que c'était à peu près équivalent. Et je me souviens avoir posé cette question, mais comment on peut comparer l'un et l'autre, je ne comprends pas. Et donc la réponse était sur des termes d'efficacité sur les symptômes. Oui, le DSM, c'est alors Diagnostical Statistique Manuel, merci, oui. Donc c'est une classification des troubles mentaux selon l'Association américaine de psychiatrie, mais qui a imposé son monopole dans l'intelligentsia psychiatrique dans le monde entier, et qui au départ, dans sa première version, répertoriait une cinquantaine de troubles. Là, on en est à la 6e version et il y a plus de 600 troubles mentaux répertoriés. Le DSM est produit par des personnes qui sont reconnues comme des experts de la psychiatrie, de la recherche, etc. Donc des grands noms, des cooptations, etc. Mais à savoir qu'ils affichent des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Mais avec l'hyperactivité de l'enfant, il y avait un enjeu aussi de mettre sur le marché un médicament qui est la Ritaline,
et qui est donc une amphétamine qui est en pratique énormément prescrite sur la base de ce diagnostic-là. Donc ça, c'est juste pour illustrer qu'il y a des diagnostics qui apparaissent, mais qui ont déjà leur solution produite par l'industrie pharmaceutique. Les établissements de santé aujourd'hui, ils sont soumis tous, publics comme privés, à l'autorité de l'Agence régionale de santé, d'une part, mais aussi à la haute autorité de santé. Donc tous les établissements de santé sont pris en tenaille. Alors l'Agence régionale de santé, c'est elle qui donne les crédits pour le public ou qui donne l'autorisation pour le privé. Ça revient à peu près au même, on va dire. Donc elle choisit si vous ouvrez ou si vous ouvrez pas. Et la haute autorité de santé, elle impose les normes. Et les normes, ça va être sur des durées d'hospitalisation, ça va être maintenant sur des protocoles de soins. Enfin, donc, en fin de compte, il n'est plus tellement possible, il n'y a plus tellement de marge de liberté à partir du moment où, pour rester ouvert, un établissement doit rendre compte d'une politique qualité qui impose toutes ces normes-là, dont les codages et compagnie, hein, entre autres, hein, mais bien d'autres trucs terribles, et qui reviennent régulièrement, qui ont le pouvoir de sanctionner. Donc il était infirmier en poste au CHU, et puis à un moment donné, il décide de se spécialiser, et il travaille au bloc opératoire dans un service d'orthopédie. Donc les différents blocs opératoires vont maintenant devoir s'entraider les uns les autres, ce qui a permis, par exemple, de supprimer tous les aides-soignants de blocs opératoires et de mettre en place des logisticiens de matériel. Et donc lui, à un moment donné, il se retrouve sur une opération, une prothèse de hanche, je crois. Donc il va pour sceller sa prothèse de hanche avec un ciment spécial. Et là, badaboum, il y a un accident, une embolie graisseuse. Et après, il réalise qu'en fin de compte, les produits qu'il utilisait avaient été mal conditionnés. À un moment donné, il va pour prendre son poste. Sur le chemin, il a des idées de suicide qui lui viennent en tête, qu'il n'a jamais eu auparavant, et il arrive devant l'hôpital et il est incapable d'y aller. Il fait demi-tour, il va voir son médecin. Par exemple, le jeune homme dont je parle, jeune ingénieur, premier poste, il est cadre chez Amazon. Il est l'intermédiaire entre la direction locale et c'est surtout des intérimaires, hein, c'est même pas des salariés, mais et les ouvriers, on va dire. Et à un moment donné, on lui dit qu'il faut licencier 80 personnes. Et alors lui, il a développé des symptômes. Alors, il était très anxieux, déprimé aussi. Il s'arrachait les cheveux, littéralement. Donc il suffisait que le voisin se fasse livrer un colis Amazon pour qu'il pète une crise d'angoisse chez lui, quoi. Je pense à une dame, par exemple, qui maintenant a passé la soixantaine, et elle, c'était l'aînée de sa fratrie. Donc en fait, elle avait le rôle de seconder sa mère. En quelque sorte, c'est elle qui faisait toutes les tâches ménagères à la maison, et si c'était pas fait comme il faut, elle se faisait battre. Par sa mère comme par son beau-père. Un beau jour, elle avait entre 10 et 12 ans. Un beau jour, sa mère étant partie de nuit pour travailler, son beau-père s'introduit dans sa chambre et la viole sauvagement, avec violence, etc. Bon. Depuis, cette dame ne dort plus la nuit, en fait. C'est pas juste qu'elle est insomniaque, parce qu'elle est déprimée, etc. C'est qu'il y a une terreur au fait de s'endormir. Une manière simple de répondre à cette question, qu'est-ce qui nous rend fous? C'est tout ce qui nous domine. Vous en avez rien à foutre de nos recommandations de bonne pratique? Vous savez bien qu'on travaille très bien, très sérieusement, que...
est-ce que vous pouvez prouver que vous faites autre chose que de la garderie, docteur? Enfin, quand même, c'est mon métier que vous remettez en cause. Je suis psychiatre, enfin, c'est quand même... c'est pas du tout la même chose que de la garderie. Attention, les bonnes pratiques sur la rétention, la contention, l'isolement. Vous vous en foutez des bonnes pratiques? Vous coûtez 500 000 € par an. Un GEM, une association d'usagers, c'est bien ça. Ça nous coûte 80 000 €. C'est des bénévoles pas formés, Et vos indicateurs, docteur? Les nouveaux patients, la durée de séjour, le renouvellement de la file active. Ils sont très mauvais, vos indicateurs, docteur. Vous savez que vous allez avoir des experts visiteurs pour la certification qualité. Si vous avez A, c'est très bien. Mais si vous avez D, vous serez surveillé en permanence. C'est quoi qui nous rend fous? C'est quoi qui nous rend fous? C'est quoi? Et puis une fois, ma mère, elle travaillait une nuit, et mon beau-père, il m'a attrapé, il m'a battu, il m'a violée. Je peux plus dormir. Je vais mourir parce que, comme ça, je pourrais dormir. 80 personnes qu'on me demande à virer! Mais je suis ingénieur chez Amazon, je vais pas les broyer, c'est à peine si j'en trouve 15. C'est pas mon cœur de métier, ça, 80 personnes à virer, comment je vais faire? Et puis on me demande de regarder les distanciations de 2 mètres en 2 mètres, mais je suis pas là pour ça, j'ai pas signé pour ça, je vais pas les virer ces intérimaires, moi je suis avec eux, je peux pas! Le travail, l'exploitation, le conflit éthique, ça rend fou. J'ai pas pu les sauver. Je sais pas, c'était une opération sans danger, il n'y avait aucun problème. Mais ça y est, j'ai compris. C'est plus qu'ils ont restructuré leur service et... Structuration, ça rend fou. C'est l'épaule, c'est tout ça. Et depuis, ils ont embauché des gens qui savent même pas comment ça marche. Et du coup, bah, c'est mal fait. Elles sont mortes. Et c'est ma faute. Suivant. Bonjour, docteur. Moi je viens vous voir parce que je ne sais plus quoi faire avec mon fils. À l'école, le maître il me met des mots tous les jours, il me dit il bouge, il n'arrête pas de se lever de sa chaise, il fait tomber ses affaires, il dérange les autres. Voilà. Il s'intéresse, mais... Hyperactif. Voilà, mais pourtant son père il lui dit reste tranquille. Mon salaire, moi je gagne 1000, ça dépend, 1200. TDAH. TDAH. Oui, parce que sinon ça serait peut-être trop d'intellect, mais à son salaire c'est pas trop d'intellect. L'hyperactivité avec trouble de l'attention. Voilà, trouble de l'attention. Hyperactivité, trouble de l'attention. Elle n'arrive pas à suivre le gamin. Ritaline. Il va trop vite. Et ça va le guérir ou... Ça va aider à réfléchir. Ça va l'aider à réfléchir. Ils ont vitamine pour le cerveau. Allez, voilà. Mais il faudrait quelque chose. Et le tampon, c'est que ça. Madame, bonjour. Vous avez donc eu une nuit d'observation. Se pose aujourd'hui la question de votre placement d'office. Monsieur, vous êtes son compagnon. Madame, vous êtes son enfant, d'accord. Donc, madame, sur mon dossier, j'ai qu'il y a 3 ans, vous avez fait une première tentative de suicide. Une semaine de coma, quand même, c'est douloureux. 1 mois et demi de placement en hôpital. L'année d'après, vous avez recommencé. Et là, je vois que c'est monsieur qui vous a amené suite à l'insistance de votre médecin traitant. Cet entretien dure à peu près 1h15, 1h30. Donc, monsieur, est-ce que vous souhaitez signer ce placement d'office? Vous mettez une condition, laquelle? Que madame soit d'accord. Bon, arrangez-vous, quoi, ça fait 1 heure qu'on y est, là, s'il vous plaît. Madame, quoi? Oui, d'accord. Bon, madame, répondez à monsieur, il vous pose une question. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous lui posez comme question? Est-ce que tu es d'accord pour que je signe ton plan? Oui, elle est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On signe ou pas? Oui, excusez-moi. Alfreda, je ne répondrai plus, merci. Alors, monsieur, vous signez? D'accord, eh ben on signe, allez, c'est sorti. Quoi? Quelles conditions?
Quel traitement? Ben, quel traitement? Ben, des médicaments, quoi. Elle a déjà des médicaments. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme traitement? Eh ben, médicaments, puis vous savez, il y a la cuisine aussi, il y a du dessin, voilà. Bon, vous signez ou pas? Ben, vous avez une zone de confidentialité à côté. Madame, vous accompagnez votre mère encore. Voilà, au revoir, on a réussi à quelque chose. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée. Au suivant, s'il vous plaît. La première sera diffusée demain. La deuxième dans 3 jours et la dernière la veille, c'est celle de Sophie Marceau. Alors, tu recommences, c'était très bien, mais c'est pas abouti. Puisque tu as l'intention d'aller à lui, il faut que je voie que c'est avec lui que tu vas le faire avant qu'il parte. Et ça, c'est dans ta tête que ça se passe. Tu comprends ce que je veux dire? On s'en occupe. L'article 1 parlera, on est bien d'accord, hein, l'article 1 parlera de je sais pas quoi, et hop, il prend la suite. Et là, tu vois bien que je m'adresse à lui. Et médicalement, docteur? Merci. C'est bien simple, je vais vous dire. L'avocat devrait être remboursé par la sécurité sociale. Si. Oui. Il contient une quantité incroyable de vitamines. A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, K. Du bon cholestérol. Et il combat le mauvais cholestérol. Bon, on vote quoi aujourd'hui? C'est quoi les amendements du jour? Dites, vous avez vu les propositions de L214 et compagnie là? L214? Ils ont réussi à mettre plusieurs députés de leur côté pour porter leurs propositions. Ouais, mais attention, là, faut faire quelque chose. Sinon, on est mal. Oui, on va pas accepter ça. Ils sont loin d'être majoritaires. Oui, mais bon, on peut pas tout refuser en bloc. Hein. C'est compliqué, ils ont l'opinion avec eux. Avec la castration des porcelets à vif. En même temps, on va pas leur payer une anesthésie. Ok, on leur explique qu'il faut du temps pour qu'ils réorganisent la filière. Voilà. Les caméras dans les abattoirs. Ah non, pas question. Mon beau-frère est éleveur et j'ai des parts dans l'abattoir. Françoise, la castration à vif des porcelets, fais-le beaucoup plus cynique, beaucoup plus grand. Ça doit nous faire pas rire parce que c'est atroce, mais là c'est trop dit à la Françoise. C'est le petit cynisme de Françoise, mais je voudrais le grand. Ok? Ça marche, super. Alors, je propose qu'on fasse la pause repas. La pause repas, on finit on a encore, chaque groupe a au moins une scène encore à faire. On est vachement en retard par rapport au groupe B. Ouais, nous on a fait le hôpital psychiatrique et l'école, c'est tout ce qui nous reste. Il y a Bayard, Jean-Paul ou Christophe. Moi je prends Christophe au début. Jean-Paul, c'est le clown. Ça va aller, Lucie? Mais si, ça va aller, bien sûr. C'est la course, mais en vrai, on fera peut-être un peu moins vite. Un tout petit peu moins vite, ouais, d'accord. Mais Michel, ne souris pas du bordel que c'est. Hier soir, j'ai eu Taous. Taous, c'est la femme qui est venue nous raconter les maillots de bain, le burkini à la plage. Je lui ai envoyé sa scène en vidéo. Et elle m'a téléphoné hier soir, elle était dans tous ses états, en train de dire c'est énorme, elle gueulait c'est énorme au téléphone, je veux que tout le monde le... Enfin bref, elle était... Et je voudrais qu'on arrive à ça sur chacune des scènes, qu'on pense bien aux personnes pour qui on les a faites, et que les personnes pour qui on les a faites, elles soient explosées et qu'elles vont être dans la salle, leur scène. Tu vois, c'est pour ça qu'on met de l'énergie en fait. Bah ouais, hein. C'est parce qu'il faut rendre aux gens qui nous ont donné ce qu'ils nous ont donné. C'est quoi le problème? Le problème, c'est les pauvres. Ah, c'est pas les pauvres! Oh non! Oh, on n'a pas le droit! On n'a pas le droit? Mais pourquoi on n'aurait pas le droit? Ben parce que l'opinion, elle serait pas contente. En fait, on économise de l'énergie à tout donner d'un coup. Parce que sinon, on reprend. Et ça va vous fatiguer encore plus. Je vous propose on le refait, mais en donnant tout. Voilà. J'ai choisi ce métier pour soigner, pour prendre soin des gens. Et l'hôpital, il est en train de faire de nous des monstres.
machine à broyer les soignants et les malades. J'arrête! Vous voulez faire de l'hôpital une machine, une usine à traitement où les capitalistes et la mort prennent leurs bénéfices. Vous croyez peut-être que vous êtes psychiatre, mais vous vous trompez, vous êtes PPPP, pilote de processus de parcours patient. PPPP. Sans moyens supplémentaires, je ne vais pas faire fonctionner l'hôpital. On fait plus de thérapie, on fait de la camisole chimique. Vous reprenez les nouvelles admissions à patience et un prix de journée, et on en a besoin. Je vous avertis que dans ces conditions, je ne suis plus capable d'assumer la responsabilité de ce service. Vous avez raison, vous n'êtes plus en capacité, et je vous démets de vos fonctions de responsable. Une autre personne que vous prendra votre service, et elle aura moins d'exigences. Et toc! Du Parti révolutionnaire. Les conseils? C'est pas Théo de Ponceau. Ensuite, on a les militants. Tous les militants sont 3 campagnes de sensibilisation. Nous, on s'en occupe. La première sera diffusée demain.